Bonsoir. Le Cameroun célèbre le 20 mai de cette année la fête de l'unité nationale. Le thème retenu, tel que précisé par le ministre chargé de la Défense, est « Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère ». Vous le savez, ce 20 mai se situe dans le cadre de l'année préélectorale. On en ressent déjà les prémices avec cette effervescence autour des inscriptions sur les listes électorales. L'année 2025, donc, qui est l'année prochaine, va très certainement être une année électorale, une année politique très mouvementée. Nous avons, dans le cadre de cette célébration, sollicité l'expertise d'un politologue bien connu de la place publique, la place médiatique, la place politique camerounaise. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, chargé de la recherche. Non moins, je l'ai dit, politologue. Le professeur Mathias Onangini est dans Entretien ce soir. Bonsoir, prof. Merci infiniment de nous accorder votre analyse, votre lumière, votre éclairage dans ce contexte. D'abord, ce 20 mai, peut-on dire que c'est un 20 mai pas comme les autres, compte tenu du contexte tout au moins sociopolitique? Il y a certainement une spécificité de la conjoncture politique avec en vue des mobilisations électorales pour l'année prochaine, mais ça ne change pas le fait que la fête de l'unité nationale reste un moment institutionnel et un moment symbolique important pour notre pays. Ce n'est pas parce que l'année prochaine il y aura des échéances électorales cruciales que l'on cessera de fêter l'unité nationale, même si certains continuent à entretenir la controverse autour de cette date du 20 mai. Peut-on faire un lien entre le thème, tel que défini, je le rappelle, armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, et ce contexte? Le lien qu'il y a entre le thème qui a été précisé au sujet de cette édition de la fête de l'unité nationale et la conjoncture politique est plutôt ténu. Par contre, ce lien renvoie aux turbulences et aux tumultes que nous rencontrons dans certaines régions de notre pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont pris dans un engrenage critique depuis plusieurs années. Et ce qui nous montre l'importance de réitérer la valeur de l'unité nationale, une unité nationale qui est un bien précieux que nous devons conserver. Au-delà des mots, on le dit assez souvent, bien précieux, unité nationale, mais vous l'avez rappelé, il n'en demeure pas moins que notre pays vit quand même sur certains pôles, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, un peu la frontière de la République centrafricaine, quelques tumultes sécuritaires. Au-delà des mots, est-ce que le thème garde sa même pertinence? Le thème est tout à fait pertinent, précisément parce que si le socle de la stabilité demeure, on voit quand même avec ces zones tumultueuses qu'il y a des tensions qui peuvent éventuellement déstabiliser l'ensemble du pays. Et dans ces zones tumultueuses, on voit précisément ce que nous n'avons pas à faire si nous souhaitons un pays serein. Précisément, l'unité nationale se vit mieux dans un contexte stabilisé, dans un contexte apaisé, plutôt que dans un contexte où il y a un certain nombre de tensions, notamment des tensions qui peuvent prendre la forme de la violence armée. Et l'effervescence politique que l'on vit en ce moment peut-elle rentrer dans ce cadre de prévention, de prémisse, de lourdeur? Éventuellement, cette mobilisation politique, qui prend souvent dans une certaine mesure une forme d'agitation, peut être porteuse de risques pour le pays, mais on n'en est pas encore là. Vous savez évidemment que les échéances électorales de 2025 sont importantes et cela ne peut que susciter une montée en température, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, une fois que le contexte se précisera, on verra s'il s'agit simplement de la dramaturgie normale d'une année électorale ou alors s'il y a
éventuellement des risques que la sécurité et la stabilité du pays soient affectées. Vous m'arrachez la question, y a-t-il des risques? Des risques sont toujours possibles. Vous savez, parfois, sous nos contrées africaines, les épreuves électorales sont des épreuves de dramatisation politique qui peuvent générer de la violence. Nous espérons qu'on n'en arrivera pas là parce que ce n'est pas ce qui est approprié pour notre pays. Quel rôle donc peut jouer l'unité nationale dans un contexte préélectoral comme le nôtre? L'unité nationale doit rappeler à tous les citoyens de la République du Cameroun qu'elle constitue le cadre approprié pour notre coexistence commune. Nous sommes un pays modelé par sa diversité constitutive, mais en même temps cette diversité n'a pas empêché que se construise un cadre qui permette de mettre en commun les Camerounais venus de tous les horizons. Et ce cadre-là est une condition importante de l'existence de notre pays. Ce cadre commun-là conditionne une vie apaisée dans notre pays. À l'observation, à l'analyse, la classe politique camerounaise a-t-elle la même perception de cette unité électorale dans le déploiement, tout au moins que l'on observe, et qui s'est peut-être aussi au regard des périodes électorales passées? Bien évidemment, dans un pays qui est aujourd'hui organisé par un système institutionnel de pluralisme politique et dans une société qui est marquée par le pluralisme social, on ne peut pas penser que tout le monde puisse avoir la même vision de ce qui nous met en commun. Il y a évidemment des manières différentes, voire divergentes d'aborder la question. L'essentiel, c'est que cela ne nous conduise pas à des conflits violents. Tant que les différences et les divergences peuvent se gérer dans la tolérance et l'interconnaissance et la reconnaissance mutuelle, ça va. C'est quand cela prend un tournant violent que ça devient inquiétant. Justement, on a commencé à observer comme une légère montée d'adrénaline autour des campagnes d'inscription sur les listes électorales. D'abord, cet engouement que les Camerounais manifestent, mais aussi surtout ces revendications, ces réclamations, ces recadrages de certains partis politiques qui en ont après ELECA, mais qui estiment que dès les prémices, dès les premières opérations, le franc jeu n'est pas total. Est-ce là une perception qui peut embarrasser cette unité nationale en période comme celle-ci? Bon, elle peut éventuellement mettre en question l'unité nationale. Il reste à savoir si cela sera un degré important. Elle met surtout en question des risques qui peuvent affecter de manière conjoncturelle la stabilité du pays. Et puis, elle exprime aussi les formes de pression que certains partis politiques tentent de faire sur le régulateur électoral qu'est Elections Cameroun. Cela fait partie du jeu. Ces organisations politiques tentent de faire pression sur le régulateur. Maintenant, le régulateur aussi connaît ses responsabilités et c'est dans quelles conditions il doit envisager l'organisation et la supervision de ces épreuves électorales importantes. Serait-ce de vaines pressions ou des pressions plutôt pertinentes au regard du cadre? C'est selon. Tant que les pressions vont dans le sens de favoriser une participation accrue des citoyens camerounais, on peut les considérer comme l'expression d'une volonté citoyenne. Par contre, si ces pressions prennent un tour violent, ça devient autre chose. Dès lors, quels sont donc les éléments majeurs pour surmonter et qui sait peut-être éviter ce genre de crise, notamment que les acteurs politiques, partis électeurs, citoyens, société civile, gouvernement, partenaires locaux ou étrangers, quels sont les piliers sur lesquels chacun devrait-il s'appuyer pour encadrer et qui sait peut-être aborder cette période de façon relativement apaisée? Je pense qu'une convergence pour qu'il y ait plus de Camerounais en situation de pouvoir voter est importante, mais cette convergence doit s'exprimer
dans un cadre légal et réglementaire. Ça veut dire que s'il faut que des Camerounais participent de manière plus importante à ces échéances électorales, tout doit être fait en respectant les lois et règlements en vigueur concernant les processus électoraux. Et à l'observation dans le discours public, dans le discours politique, qu'il soit dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, qu'il soit porté par des personnes publiques ou des personnes anonymes, avez-vous le sentiment que dans notre environnement en ce moment, tout converge vers une période préélectorale dans l'esprit de l'unité nationale? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a un enthousiasme. Maintenant, chacun a des raisons différentes d'exprimer cet enthousiasme. Rien ne nous dit que les gens se mobilisent pour les mêmes raisons. Rien ne nous dit qu'au-delà de la volonté de participer, les gens sont fondamentalement d'accord sur l'issue décisive de ce processus. C'est que le processus soit conduit dans la paix et que ces résultats soient acceptés de manière mutuelle. Fondamentalement, le discours politique peut-il égrener l'unité nationale? Oui, le discours politique a, entre autres préoccupations, et c'est une préoccupation fondamentale et récurrente, la promotion et la défense de l'unité nationale. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un bien précieux pour l'existence de notre pays et pour la coexistence de ses différentes composantes. Maintenant, il n'y a pas que les organisations politiques qui soient impliquées dans le processus. Il y a en fait toute la nation qui est concernée. Alors si on fait une légère cartographie de notre environnement, pour l'instant on observe une société civile relativement timide, même si elle suit du coin de l'œil le processus qui est entamé, comme les autres. Les partis politiques, plutôt, ils sont véritablement engagés. On les voit mobiliser leurs militants pour inciter la masse, le plus grand nombre, à s'inscrire. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on perçoit plus de bruit, de grincement dedans. Je disais, si on regarde dans tout cet environnement-là, est-ce que dans la projection, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, y a-t-il lieu de commencer à recadrer les acteurs politiques, d'en appeler à une prise de conscience au regard des enjeux majeurs, ou on peut laisser faire, laisser aller, tout se joue dans un environnement véritablement encadré? Comme je l'ai déjà indiqué, tant que la mobilisation en faveur d'une participation électorale se déroule en conformité avec le cadre légal et réglementaire prévu, il n'y a pas de problème. Simplement, on constate aussi que certaines formations politiques qui appellent à un engagement électoral consolidé des Camerounais font des équations automatiques. Pour elles, cet engagement se traduira mécaniquement par une défaite du pouvoir en place. Il n'est pas dit qu'il en soit ainsi. Rien ne leur dit quelles sont les caractéristiques précises de ceux qui vont effectivement s'engager dans ce processus électoral, qui vont contribuer à ce que la participation soit plus importante. Et puis, il ne suffit pas de faire montre de cet enthousiasme. Il y a un élément qui est important, c'est l'offre politique, qui est celle des différentes formations politiques qui veulent entrer en lice à l'occasion de ces échéances électorales. Quelle serait la ligne rouge à ne pas franchir? La ligne rouge, comme je l'ai dit, c'est la violence. Parce que dans certains discours, il y a des sous-entendus. Si au final, la participation électorale n'est pas ce que certaines formations annoncent, elles seraient tentées d'attribuer cela à des blocages de l'ECAM et essayer donc de déverrouiller les choses par l'utilisation de la coercition, c'est-à-dire de la violence. En clair, une sortie des règles existantes du jeu et des règles légitimes du jeu politique. Pourrions-nous de nouveau passer par la violence qui s'est peut-être au sortir de ces élections? Je ne pense pas que la violence soit une issue qui puisse générer quelque chose de positif, parce que notre pays est un pays très sensible en raison de sa constitution. C'est un pays très complexe par sa composition.
C'est un pays où, quoi qu'en pensent de nombreux Camerounais, les choses se gèrent sur la base d'un certain nombre d'équilibres qui sont en réalité des contraintes auxquelles personne ne peut échapper, surtout ceux qui sont en position de gouverner. La complexité constitutive du Cameroun est telle qu'on est obligé de gérer ces contraintes, même si effectivement elles peuvent aussi correspondre à des pesanteurs. Justement, puisque vous embrayez ce volet, diversité culturelle, diversité linguistique, diversité tribale, diversité en termes de... en fait, le Cameroun est, comme on le dit trivialement, l'Afrique en miniature, pour ne pas reprendre l'expression courante, le continent. Comment mettre tout cela en musique dans cette période électorale, sachant que, effectivement, dans le discours, on ressent souvent de l'instrumentalisation sur ces piliers-là, qui c'est peut-être pour avoir plus de faveur ou détourner le regard du citoyen électeur de son adversaire politique, notamment sur les questions tribales. Je pense qu'en fait, certaines entreprises politiques et certains entrepreneurs politiques cherchent toujours la voie de la facilité. Et cette voie de la facilité, c'est effectivement de s'appuyer sur une instrumentalisation brute des appartenances nombrilistes, les appartenances tribales, ethniques, ethno-régionales. Simplement, si cela existe, il y a également dans la réalité camerounaise des liens transversaux qui se sont créés et qui sont peut-être plus solides qu'on ne pense. Je pense que ce qui est essentiel, c'est l'offre politique que les différentes formations politiques présenteront aux Camerounais. Et cette offre-là, si elle est une offre de qualité, peut nous assurer un échange politique sérieux. Et cet échange politique, s'il est sérieux, nous éloignera de la violence et surtout de la violence gratuite. N'empêche que, malgré ou indépendamment de ces liens transversaux, les expériences antérieures en termes d'élections nous ont montré que ces clivages sont très rapidement, ces barrières sont très rapidement levées pour se laisser effectivement engager dans l'invective. Mais parce qu'on reste dans ce qui est de l'ordre de la paresse, c'est précisément parce que l'offre politique n'est pas suffisamment solide qu'on sollicite les ressorts affectifs, les ressorts affectifs qui peuvent participer du jeu politique. Vous savez que dans la littérature politologique camerounaise, particulièrement en matière électorale, il y a des recherches comme celle de Lenlo-Menton qui ont porté sur la place du vote de cœur, de sang et de raison, avec de forts éléments d'affectivité, et les éléments de nombrilisme identitaire renvoient à cette affectivité. Simplement, même dans notre univers, l'affectivité ne peut pas constituer le seul élément de structuration du politique. Il y a des éléments de raison qu'il faut faire entrer en compte. Il y a des éléments de responsabilité et de sagesse qui doivent être entrés en compte aussi, qui doivent être intégrés. Cela fait aussi partie du jeu politique et l'offre politique que les différentes formations doivent élaborer gagnerait à en tenir compte. Vous êtes revenu plus d'une fois sur l'offre politique. Oui, parce que pour moi, c'est le plus important. Avez-vous l'impression, le sentiment, regarde, pour ne prendre que l'exemple des élections de 2018 et celle de 2020, présidentielle d'abord, et puis les élections locales, on a quand même pu observer une offre, j'ai failli dire consistante, tout au moins... J'en doute. Je ne pense pas que l'offre politique ait été aussi consistante. Des éléments pour le montrer, ce serait peut-être d'interroger les Camerounais pour savoir ce qui différenciait les candidats à ces différentes élections. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient toujours en mesure de vous le dire. Quelle serait la différence entre tel candidat ou telle autre élection présidentielle ou entre tel candidat de telle formation politique ou de telle autre à l'occasion des élections législatives et municipales. Mais n'y a-t-il pas une fraction entre l'offre et la communication? Il y a des sensibilités holistiques, pour ne pas dire des sensibilités grossières d'opinion. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Les humeurs ne suffisent pas. Il faut entrer dans quelque chose de plus substantiel. Vous sous-entendez? Notamment avec une capacité à décliner en mesure de politique, justement les différentes préoccupations que les formations politiques examinent, et le soumettre à un examen des Camerounais. C'est comme ça qu'on structure
une politique qui, même si elle contient toujours des éléments d'affectivité et d'affection, ce sont des éléments qui constituent l'être humain, ne s'arrête pas à ça. Pour vous, l'insuffisance se situe à quel niveau? Du côté des partis qui offrent ou du côté du citoyen qui n'a pas toujours la lecture, la perception, la communication suffisante pour intégrer? Des deux côtés, deux côtés, aussi bien des formations politiques que des citoyens. Pour les citoyens, il y a un rapport très inégal à la culture politique. Autant il y a certains segments qui s'intéressent à la formation de la culture politique, qui suivent les débats d'opinion, les débats d'idées qui impliquent non seulement des acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs des formations politiques, qui suivent les différents moments de l'actualité politique et qui essayent donc de repérer les éléments qui caractérisent l'offre de telle ou telle formation politique. Mais il y a aussi beaucoup, en réalité, qui s'appuient sur d'autres ressorts pour choisir telle ou telle offre politique, mais sans nécessairement connaître la substance de l'offre politique qui leur est présentée et qu'ils décident de choisir. Vous sous-entendez que jusqu'à présent au Cameroun, le choix de son candidat ou le choix dans l'urne n'est pas toujours dicté par la philosophie, l'idéologie politique des candidats? Encore faut-il la connaître. De nombreux segments de la société ne sont même pas en mesure d'accéder à la substance la plus élémentaire de cette offre politique, c'est-à-dire comprendre même ce qui se dit. Et en plus, en face, les formations politiques ne font pas un effort nécessaire pour amener l'offre politique au niveau de tous les segments de la société. Parce que là aussi, c'est possible. On peut utiliser tout un art politique pour, par exemple, faire que dans les campagnes, dans les quartiers, les gens les plus ordinaires soient informés sur l'offre politique d'un parti en profondeur. Mais ce travail-là n'est généralement pas fait. Cette insuffisance, vous la situez à quel niveau? Il s'agit de toute la classe politique, il s'agit des partis de la majorité présidentielle, y compris le parti au pouvoir, il s'agit de l'opposition? C'est un phénomène général. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un phénomène même qui déborde les formations politiques. Vous avez tout à l'heure parlé d'une certaine atonie de la société civile. Comment voulez-vous que le débat politique fasse l'objet d'un intérêt approfondi si la société civile n'est pas en mesure de s'engager pour clarifier les termes du débat politique pour le compte des citoyens ordinaires? Comment voulez-vous que le débat politique soit clarifié si la classe médiatique, et quand je dis classe médiatique, ne voyez pas que les journalistes, vous voyez les intellectuels publicistes, ceux qui sont dans le débat politique, ne contribuent pas à clarifier cette offre politique-là. Alors, cela dit, pour revenir dans le contexte, et on a pu l'observer qui s'est peut-être depuis 2010-2011, ça s'est davantage accentué en 2018 et nous sommes en plein désormais la présence des nouveaux médias, oui. Internet, WhatsApp, Facebook, et cette communication massive qui s'y déploie. Quel est l'enjeu autour de ce nouveau phénomène qui, comme je l'ai dit, ne cesse de prendre une place importante dans le débat public politique? Aujourd'hui, comme dans d'autres pays comparables, notamment des pays d'Afrique noire, le Cameroun est concerné par la révolution communicationnelle qui a été portée par les techniques de l'info et les technologies de l'information et la communication. Les réseaux sociaux ont contribué à un élargissement de l'espace public et ce sont aujourd'hui des outils que les différentes formations politiques et les différents acteurs politiques ne peuvent pas négliger. Ce sont de nouveaux courants qui d'ailleurs posent des problèmes d'appropriation et posent aussi des problèmes de responsabilité. Et il faut à la fois être en mesure de réguler cela, mais en même temps laisser que la liberté s'y exerce lorsque cette liberté est effectivement utilisée de manière responsable pour ne pas créer des problèmes de cohésion nationale ou des problèmes d'ordre public. Justement, le juste équilibre dans cet enjeu-là,
on a du mal à le trouver entre Pour une l'instant, volonté... on a du mal à le trouver, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage de cette nouvelle dimension du pluralisme politique et social dans notre pays. Quelle est la chimie idéale? La chimie idéale, c'est que cela intéresse encore une fois l'ensemble des parties prenantes, non seulement les partis politiques, les acteurs politiques, mais aussi la société civile, mais aussi les professionnels de l'espace public, particulièrement ceux que j'ai appelés la classe médiatique, qu'elle soit médiatico-journalistique ou médiatico-intellectuelle, mais aussi les honnêtes gens, les citoyens qui cherchent à être éclairés pour pouvoir faire les meilleurs choix dans les débats publics. Parce qu'en réalité, la qualité du processus dépend de la qualité d'information et d'éducation des citoyens. Là, vous sous-entendez que la masse passerait pour la victime. La masse, dans une certaine mesure, si vous voulez utiliser ce langage, peut être victime, mais en même temps, elle est également un acteur, parce qu'il y a des formes paradoxales d'action, il y a aussi des actions passives. Alors, cela dit, prof, 2024 donc, est l'année, je ne vais pas dire... Charnière. 2024, non. Oui. Ce serait peut-être 2025, dans mon entendement, qui serait charnière, sauf si dans l'analyse, vous me reprendrez. Non, 2024 fait le relais entre ce qu'il y avait avant et ce qui vient en 2025. Et justement, je voulais aller de là. Entre 2018 et justement ce palier de 2025, oui. Comment on situe cette année de 2024? Davantage, on le sait, pour compléter, pour mieux me faire comprendre dans ma question, techniquement, on devrait avoir toutes les élections en 2025, sauf s'il y a des aménagements dans le calendrier. Et je resitue donc cette année, entre 2018, sachant qu'il y a eu l'épopée de 2020. 2024, c'est une année qui annonce donc le passage comme un printemps vers une grande période de mobilisation électorale, puisque formellement sont prévues plusieurs élections, des élections législatives et municipales et une élection présidentielle. Maintenant, les choses peuvent effectivement être aménagées parce que certaines de ces élections peuvent effectivement être reportées du fait d'une prorogation de mandat qui est parfaitement prévue par les lois en vigueur. Alors, dans quel état d'esprit les acteurs politiques abordent dans cette année 2024? Pour certains, serait-ce la continuité des débats entamés en 2018, poursuivis en 2020, qui reviendraient en 2024 dans la perspective 2025? Pour d'autres, ce serait mieux contenir ce qui s'est passé en 2018. Je reprécise, donc je reprends dans la question, comment les acteurs, eux, dans leur état d'esprit, devraient ou abordent-ils cette année? Les acteurs politiques, les opérateurs politiques abordent ces échéances déjà en fonction du capital politique qui est à leur disposition. Ça veut dire concrètement que, par exemple, une formation comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est en position de parti dominant, ne va pas aborder l'année 2025 comme le feraient des formations qui sont en quête d'affirmation, parce que, par exemple, elles n'ont pas véritablement jusqu'ici constitué des capacités de représentation, à l'exemple du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. On va voir également d'autres formations politiques qui, elles, ont pu faire leurs preuves, mais qui sont prises par des secousses internes qui peuvent peser éventuellement sur leur engagement dans les échéances futures. Ça, c'est par exemple le cas du PCRN. Donc, l'attitude et les démarches que les différentes formations politiques auront seront différentes au vu de leur situation, au vu de ce que j'ai appelé leur capital politique. Pourraient-elles, ces formations politiques, échapper à la mémoire de 2018, 2020? Pas tout à fait, parce que l'histoire est toujours un élément de repérage dans l'exercice de la politique. Et effectivement, ce qui s'est passé en 2018 et en 2020, dans une certaine mesure, peut continuer à structurer ce qui va se passer en 2024-2025, mais évidemment, la conjoncture politique n'est pas la même.
c'est une conjoncture politique différente qui se présente. Alors, essayons de situer un peu ou davantage cette année 2024. 92, première élection pluraliste. Le débat y reste. L'opposition a remporté, le parti au pouvoir est au pouvoir. 96, changement de modification de la Constitution, avec un boycott en 97 de certains partis majeurs de l'opposition aux élections qui s'y présentent. 2004, nouveau mandat présidentiel, le président Rampil, avec un mandat qui est allé à 7 ans. 2008, débat sur la modification, avec ce qu'il y a autour de ce qu'on appelait les émeutes, pour certains de la faim, pour d'autres des émeutes autour de la modification de la Constitution. 2011, élection présidentielle, le président Biya revient et remporte à nouveau cette campagne dans un environnement où on parle de querelle interne, avec l'image du G11, qui naît pour certains à l'intérieur, qui se disaient que ça aurait été le dernier mandat, ils auraient voulu se positionner. Et puis 2018, comme cette opposition qui reprend un peu de l'allant, et qui revient dans le jeu politique, la montée du MRC, l'arrivée de Cabral Libi et son parti PCRN, le recul parlant du SDF, qui se confirme en 2020, boycott pour le MRC, évidemment, mais pendant tout ce processus, toute cette période, le RDPC qui affirme et confirme sa mainmise, sa maîtrise des élections. Oui, donc, voilà. Là, vous avez fait un résumé un peu de l'évolution politique du Cameroun des années 90 aux années 2020 en ce qui concerne les rapports de force politico-électoraux. En réalité, il y a deux données fondamentales. Il y a la période de l'absorption initiale de la concurrence politique, période au cours de laquelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ancien parti unique qui a eu la chance de rester au pouvoir, se trouve quand même mis en difficulté parce qu'en fait, il n'est pas habitué à cette concurrence politique et il subit des secousses. Cette période-là, elle va de 1992 à 1997. En fait, la période où le RDPC a des problèmes de maîtrise de la concurrence, c'est jusqu'aux élections municipales du 21 janvier 1996, qui sont d'ailleurs assez délicates pour lui dans un certain nombre de grandes villes de notre pays. Après, à partir de 1997, le RDPC reprend le contrôle. Et depuis, il n'a pas lâché ce contrôle et on a plutôt assisté à un processus progressif d'effritement de l'opposition. Et ce processus-là, il est demeuré de manière structurelle, même s'il y a quelques petits frémissements en 2018, finalement, du point de vue structurel, la position dominante et hégémonique du RDPC s'est maintenue et cela a été confirmé lors des élections législatives et municipales de février 2020. Telles que les cartes sont donc définies à l'heure actuelle, je l'ai du RDPC toujours majoritaire, Sénat, Assemblée nationale, mairie, l'opposition qui essaye de regagner du faire une nouvelle santé. Peut-on dire que 2025 est une année électorale sans enjeu, mais qui connaîtra une pression, une montée de température, où ceux qui ne sont pas en position de décision, en position de gestion de la gouvernance? Sans enjeu, je ne suis pas sûr. Okay. Il faut faire très très attention. Même si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en position dominante et hégémonique, cette formation politique a intérêt à rester vigilante. Parce que aussi, il y a une donnée que cette formation doit gérer, c'est le temps. Le fait que sa domination s'inscrive dans le temps peut aussi fonctionner comme une contrainte parce que ça peut créer de la lassitude chez nombreux de citoyens camerounais et cette lassitude-là peut se répercuter dans les processus électoraux. C'est donc au RDPC d'être en mesure de contrer la lassitude qui est liée à sa longue présence au pouvoir et cela va dépendre donc de l'offre politique qu'il présente. Maintenant, en face, les formations d'opposition tentent depuis un certain temps d'instrumentaliser cette lassitude-là, mais il ne suffit pas de proclamer
que le RDPC est au pouvoir depuis longtemps pour s'assurer qu'on va le battre aux élections. Il faut mettre en place une organisation logistique, stratégique, financière et idéologique solide en face pour pouvoir éventuellement contrecarrer le RDPC. Et l'opposition a peut-être beau jeu, mais elle estime que dans sa volonté de maintenir tout au moins sa performance, sinon l'améliorer, le RDPC se joue à son aise avec les institutions chargées de l'organisation des élections et les CAM jusqu'au Conseil constitutionnel. Ils estiment que c'est un match perdu. C'est un débat interminable. Et si les formations d'opposition s'inscrivent dans cette perspective, ça veut dire qu'elles développent et entretiennent la grammaire de la défaite. Ça veut dire qu'elles sont battues d'avance. La politique, c'est aussi un rapport de force. Et quand on s'engage en politique, si on veut pouvoir s'y inscrire de manière forte, il faut être conscient de ce que même dans un système pluraliste à vocation démocratique, le rapport de force existe. Il ne suffit pas que l'opposition veuille une chose pour que la majorité lui accorde cette chose-là. Il y a tout un ensemble de mouvements, d'actions qui peuvent être menés pour essayer de contraindre cette majorité à cette chose-là. Mais il faut pouvoir jouer en restant dans les règles du jeu, ce qui n'est pas le plus facile. Le rapport de force intègre-t-il nécessairement qu'on ait également l'arbitre comme coéquipier? Bon, ça c'est un discours que l'opposition entretient. De toutes les manières, les éléments historiques sont là. Nous venons de la période de parti unique, ça c'est évident. Et l'opposition aura beau jeu de dire qu'un certain nombre de personnalités qui sont dans l'univers de la régulation viennent du RDPC. Ces personnalités ont aujourd'hui un statut différent. Et puis, en fait, il faut faire très attention. Suivant les conjonctures, le jeu peut ne pas se présenter comme on a tendance à croire qu'il se présente. C'est à l'opposition de travailler pour ouvrir donc de nouvelles conjonctures en tenant compte de ces contraintes. Et ça dépend également de sa capacité de négociation et de transaction. Parlant spécifiquement de cette conjoncture, faites-vous un clin d'œil au Sénégal, par exemple? Pas tellement, parce que je considère que le système politique sénégalais est foncièrement différent du Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, un jour ou l'autre, ne pourrait pas se mettre en place une dynamique de rechange et même d'alternance, mais les conditions ne sont pas les mêmes. L'histoire politique institutionnelle du Sénégal et du Cameroun correspond à une histoire assez variée. Les repères ne sont pas les mêmes dans les deux pays. C'est des pays qui sont extrêmement différents. Il ne suffit pas d'avoir vu ce qui s'est passé au Sénégal pour que cela se reproduise au Cameroun. Du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, du point de vue des institutions, du point de vue même des rapports sociopolitiques, électoraux, du point de vue des mobilisations manifestantes, du point de vue de l'ancrage même du pluralisme, ces pays sont fondamentalement différents. Et quelles sont les conjonctures qui, chez nous, pourraient peut-être faire fléchir le RDPC, faire monter en puissance en termes de résultats positifs aux élections de l'opposition camerounaise? Ce sont des conjonctures dans lesquelles l'opposition, justement, aurait affirmé un haut degré d'organisation, un fort degré de mobilisation, une forte capacité à mobiliser et surtout une offre politique forte, bien structurée et capable d'atteindre les Camerounais et de convaincre les Camerounais sur sa pertinence. Et c'est ce que l'opposition a beaucoup de difficultés à réussir. Elle veut jouer sur les mécanismes faciles, sur les émotions, sur les affects. Mais ce n'est pas aussi simple qu'elle croit. N'est-ce pas un procès injuste non, que ce de n'est parler, pas, ce n'est pas de un la procès faible injuste. offre politique? Pardon? N'est-ce pas un procès injuste que de parler de la faiblesse de l'offre politique? Non, l'offre politique est faible. Elle est très faible. Ça, il faut s'en assurer. Et je peux dire d'ailleurs qu'au-delà de la faiblesse de l'offre politique de l'opposition, ça crée d'ailleurs un problème de l'autre côté. Comme l'offre politique de l'opposition est faible, celle même du RDPC a tendance à se contracter. Parce que dès la base, vous estimez qu'elle est meilleure? Parce que l'opposition n'est pas suffisamment structurée. Or, dans le rapport de force, c'est l'opposition qui doit faire le jeu, puisque c'est elle qui veut prendre le pouvoir.
Alors, cela dit, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Peuvent-ils avoir un véritable impact, une forme d'influence, pas forcément négative, hein, mais dans ce jeu politique? Ça dépend des stratégies qui sont mises en œuvre par les différentes formations politiques, du degré d'habileté et d'expertise des équipes qui s'occupent de concevoir et de structurer leur stratégie à travers les réseaux sociaux. Le bricolage ne peut pas suffire. On a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui ont une forte compétence, on a besoin de gens aussi qui sont inventifs, créatifs, qui savent s'adapter au contexte politique dans lequel on se trouve. Même s'il faut utiliser ces technologies, l'information et la communication, le Cameroun, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est même pas le Sénégal. Vous direz qu'ils sont, je veux dire, pas plus de 2 millions autour de ces réseaux qui n'ont pas forcément un enjeu sur l'ensemble de... Non, il y a une pénétration de plus en plus forte des réseaux sociaux. Par contre, la pénétration sociale n'entraîne pas automatiquement une consolidation de la pénétration politique par les réseaux sociaux. C'est deux choses différentes. Les Camerounais ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux, mais rien ne dit qu'ils y favorisent les préoccupations et les intérêts politiques. Du côté du RDPC, là également, on est un peu comme une forme de carrefour. 42 ans d'exercice du pouvoir, le président a un certain âge, la question de sa candidature même. D'abord, se pose-t-elle véritablement? Je ne sais pas si la question se pose, ce sont les acteurs du RDPC qui pourraient le dire. Simplement, sur la base de ce qui est acquis, le président Biya est le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'y a pas de signaux dans l'immédiat qui montrent que cela va changer. Et on sait que c'est le président national qui est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Maintenant, si d'ici là les choses changent, des perspectives nouvelles s'ouvriront, mais il n'est pas aussi simple justement de gérer la nouveauté dans de telles conditions où il y a déjà une forte dramatisation autour de l'enjeu de 2025. Et puis, évidemment en politique aussi, il y a des solutions qui sont des solutions assurées. On ne change pas facilement les équipes qui gagnent jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à des difficultés. Et quel peut être dans le débat au regard de ces éléments en interne? Non, je crois qu'en gros, les jeux sont presque faits. Et en fait, s'il fallait même structurer un nouveau rapport de force politique au sein du RDPC, c'est le président Biya, en tant que président national du RDPC, qui a la capacité de le faire. Sur qui pourrait-il s'appuyer? Sur son fils, Franck, le franquiste? Moi, je n'en sais rien. C'est lui qui sait comment il peut structurer cela, mais reste à savoir si les conditions politiques s'y prêtent. N'empêche que on observe de plus en plus donc comme des mouvements de courants idéologiques identiques qui se mettent en place. APC, l'Alliance pour... il y a d'abord ATP, l'Alliance pour la transition politique, proposée par le professeur Olivier Bilek, qui pense effectivement à une élection remportée et puis à la mise en place d'un mécanisme de transition qui reformerait, ferait la refonte de l'État, remettrait tout en place. Et puis il y a l'approche proposée par Jean-Michel Nithieu avec un candidat déjà préétabli, en demandant à ceux qui ont la même vision de la chose de simplement s'y associer. Est-ce que c'est, je ne vais pas dire clivage, mais c'est le mot que j'utiliserais, peut-être pas dans le sens premier. Est-ce que ces clivages ne participent pas déjà à questionner l'unité nationale? Non, ça ne questionne pas en soi l'unité nationale. Ça exprime plutôt la diversité des positionnements par rapport à l'éventualité d'une dynamique d'alternance. On voit qu'en fait, au sein même des formations d'opposition, la question n'est pas abordée de la même manière. L'ATP l'aborde à partir d'une logique qui est une logique idéologique et thématique. On va essayer de construire une alliance autour
d'une convergence de vues. Et c'est cette convergence de vues qui va commander la stratégie, qui commande d'essayer disons, de prendre l'avance sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Par contre, de l'autre côté, c'est une démarche messianique. On demande en fait à un certain nombre de forces politiques de se regrouper derrière un leader qui est décrété comme un messie. Donc vous voyez que ce n'est pas la même démarche, ce qui va d'ailleurs rendre difficile une éventuelle logique de connexion entre les deux plateformes. Alors, messianique, messie, est-ce que les thèmes ne sont pas durs du moment où les acteurs de cette approche, l'Alliance pour le changement, portée par Jean-Michel Nitieux, initiée par Jean-Michel Nitieux et désigné comme candidat à Maurice Kamto, ils ont quand même des arguments qui ne sont pas à laisser de côté. C'est-à-dire que pour eux, Maurice Kamto est un peu l'opposant aujourd'hui qui, tout au moins, essaie de se faire entendre, essaie de tenir tête. C'est sur une base purement subjective. Quels sont les éléments tangibles montrant que le leader du MRC est au sein de l'opposition, quelle que soit la configuration qu'on lui donne, le leader le plus représentatif? Rien. Précisément parce que dans sa démarche, il a escamoté l'élément qui lui aurait donné des signaux d'objectivité de sa représentativité. En n'allant pas aux élections législatives et municipales, c'est là, dans un système pluraliste, où on évalue la représentativité, l'ancrage et la force des différentes organisations politiques. Bon, sur quelle base vous allez dire qu'il est plus représentatif que notre leader? A-t-il fait montre d'une plus grande capacité en éloquence? A-t-il fait montre d'une plus grande capacité en explicitation de son offre politique? A-t-il démontré une certaine habileté à faire comprendre aux Camerounais ce qu'il veut faire? Je n'en suis pas sûr. C'est une démarche qui est construite. Ça veut dire que c'est un messianisme artificiel où on dit aux gens, vous devez vous mettre derrière lui. Et ce type de démarche, en fait, c'est une démarche qui est purement artificielle. Il est au moins celui qui, depuis peut-être 3, 4, 5 ans, subit la répression de l'autorité, je sais pas interdiction si des marches, militants en prison. Oui, mais les militants ne vont pas en prison pour rien. Si c'était le cas, d'autres militants, d'autres formations politiques seraient aussi en prison. Oui, mais ce n'est pas simplement des manifestations, c'est clairement des appels à l'insurrection, il faut le dire. Est-ce que ce ne sont pas des éléments porteurs justement qui font de lui celui qui peut maîtriser? Bon, maintenant, si le leader le plus significatif, c'est celui qui appelle à l'insurrection, le risque, c'est qu'on sorte des règles du jeu et qu'on se retrouve dans une dynamique de crise dont rien ne dit que c'est l'issue la plus positive pour l'opposition. Avez-vous le sentiment qu'en face, ces jeux, je ne veux pas dire font peur, mais c'est tout comme au parti au pouvoir, notamment quand on écoute aussi le discours des acteurs politiques du RDPC, le MRC est pratiquement pris en grippe, c'est pratiquement le parti. Je ne sais pas si le MRC est plus pris en groupe qu'une autre formation politique. À l'heure actuelle, je pense même que c'est une formation comme le PCRN qui pourrait se plaindre d'être prise en grippe plutôt que le MRC. En fait, il y a une espèce de fluctuation dans ce que vous appelez la capacité du groupe dominant à prendre en grippe, pour utiliser votre expression, ses rivaux. Hier, peut-être, c'était le MRC, aujourd'hui, ça semble plutôt être le PCRN. C'est de bonne guerre, vous direz, le parti au pouvoir s'appuie sur... Ça fait partie, dans une certaine mesure, ça fait partie de l'affrontement politique. Encore que l'affrontement politique aussi doit pouvoir intégrer des éléments de civilité, puisque nous sommes dans un jeu pluraliste. Donc, même si c'est l'affrontement politique, il doit, de toutes les parties, être loyal. De la même manière que les formations d'opposition peuvent déborder, le RDPC aussi ne doit pas déborder. Justement, vous prenez l'exemple du PCRN. N'est-ce pas une forme de coup en dessous de la ceinture? Minat, membre du comité central, qui semble, ou du moins selon les arguments du parti que préside Cabral Libi, qui semble s'ingérer
dans la vie politique d'un parti et qui décide de qui ferait quoi, comment et quand. Ça, c'est la vision que le courant qui contrôle Vous êtes en plein désormais. La marque politique présente. Mais en réalité, ce n'est pas le pouvoir ni cette personnalité-là qui crée la crise à l'intérieur du PCRN. Sait-on jamais? Peut-être, ou sait-on jamais, bon, sauf à sombrer dans la théorie la plus primitive du complot, la crise résulte de tensions internes. Maintenant, éventuellement, il peut y avoir des instrumentalisations de cette crise, encore la même personnalité en tant que ministre de l'administration territoriale est bien celle qui a cautionné l'ascension au pouvoir de Cabral Libye au sein du PCRN. Ce serait donc faire une lecture légère que de dire un candidat en moins pris. Nous n'en sommes pas encore là. Et puis l'affaire ne se joue pas simplement du point de vue de l'exécutif. Vous savez que le dossier a pris une connotation judiciaire. Attendons de voir comment la justice va le prendre en charge. Au regardant de tous ces éléments, le maillage du RDPC sur l'étendue du territoire, l'opposition l'accuse de s'appuyer sur les fonctionnaires et tout l'armada financier, matériel, humain. En fait, c'est une argumentation facile. Donc, c'est une argumentation facile qui exprime également les difficultés de l'opposition à casser les réseaux hégémoniques qui ont été construits par le RDPC à l'ombre du parti unique. Et c'est ça dont le défi de l'alternance. Tant que l'opposition ne se dotera pas de ses moyens, elle pourra continuer à pleurnicher, ça ne changera pas grand-chose. Dès lors, les élections... C'est un travail difficile, mais c'est un travail qui peut être fait à condition d'avoir une organisation solide, forte, des leaders sérieux, crédibles, des stratégies politiques bien affinées. Reste donc à savoir si c'est le cas. Les élections de 2025 gardent-elles toujours leur enjeu? Si vous vous dites, par exemple, qu'il y a en face le parti au pouvoir qui est hyper puissant, et puis de l'autre côté, une opposition pas structurée, qui n'a pas d'offre politique. Elles gardent leur enjeu parce qu'en politique et dans la vie sociale, il y a ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité. Ça veut dire que rien n'est jamais complètement joué d'avance. Les choses peuvent aussi se jouer en fonction des situations conjoncturelles et de l'habileté situationnelle des acteurs. Si émergent au sein de l'opposition des gens qui font preuve d'un certain talent tactique, ils peuvent même remettre en cause des rapports de force installés. Ils peuvent même retourner, dans une certaine mesure, la force du régime contre lui-même. Cela relève-t-il du réalisme, de l'idéalisme? Je vous dis que ça dépend juste de la qualité du personnel politique qui est à disposition de l'opposition. Alors, on parlait de la société civile tout à l'heure et nous sommes tous dans le même constat. Elle ne joue pas forcément ou véritablement son rôle. Pour ne pas dire qu'elle est presque... Par contre, ce seraient les partis politiques et particulièrement ceux de l'opposition qui joueraient leur rôle, M. Dipita Tongo. Oh, c'est pas ce que je dis. Non, en fait, la société civile est à l'image de tout le reste. Est-ce que justement ce n'est pas un environnement créé par notre gouvernance, par la politique, par l'enjeu? Pas nécessairement. Dans une certaine mesure, il peut essayer de créer cela, mais c'est peut-être aussi le résultat de certaines tendances comportementales. Moi, tel que je vois le Cameroun, il y a une forte tendance au conformisme et au légitimisme. Le conformisme, c'est qu'on est habitué à ce qui est et on le reconduit. Le légitimisme sur le plan politique, c'est qu'on est habitué à l'autorité qui est là. On peut de temps en temps l'épingler, mais au final, on la reconduit. Et d'ailleurs, si l'opposition veut éventuellement retourner les choses, elle doit travailler plus profondément sur ces aspects-là. Et la société civile, elle, comment est-ce qu'elle peut se revigorer, reprendre... Mais c'est à elle aussi de relever les défis. Vous direz d'elle également qu'elle n'a pas... Il ne suffit pas de s'appeler société civile sur le papier. Encore faut-il faire ce travail d'interpellation des acteurs politiques, pas simplement des pouvoirs publics, d'interpellation même des acteurs du secteur privé, par exemple. C'est ça le travail de la société civile, d'interpellation des communautés. Parce que particulièrement
en raison de notre composition sociale, il y a aussi dans notre structuration sociale les communautés qui jouent un rôle important, même si nous faisons beaucoup d'hypocrisie à ce sujet. Mais tous ces acteurs non étatiques, non gouvernementaux, vous direz effectivement qu'il est 4 fois plus difficile de jouer leur rôle que d'être en face. Mais bon, si on passe dans le temps à pleurer, ça veut dire que rien ne va changer. Bon, mais il faut se battre, il faut aller à la bataille. On pourrait vous dire simplement à la Cabournaise qu'il laisse alors. Alors, cela dit, le citoyen, oui. On va également aborder cet aspect-là, qui est effectivement, j'ai failli dire, je ne vais pas être péjoratif, mais le client de l'histoire. Hein. Oui. C'est autour de lui que tous les bonimenteurs, je ne veux pas non une fois de plus de être péjoratif, essayent de vendre ce qu'ils savent faire, solliciter leur voix, qui c'est peut-être pour emporter les élections. Lui, quelle devrait être son attitude en cette période? Je pense que la figure du citoyen, c'est la figure de celui qui essaye d'éclairer le regard qu'il a sur la société. Voilà pourquoi le citoyen doit se cultiver, doit s'informer, doit apprendre pour avoir une connaissance lucide du fonctionnement de la société en général et du champ politique en particulier. Il est très difficile d'être un citoyen efficace quand on est inculte. Il est très difficile d'être un citoyen pertinent quand on n'est pas informé. Pour que le citoyen puisse peser, il faut qu'il s'informe, il faut qu'il se cultive, il faut qu'il s'intéresse aux thématiques pertinentes qu'il y a dans le jeu social. Il faut qu'il s'engage d'une manière ou d'une autre. L'engagement, ce n'est pas simplement l'engagement partisan, c'est aussi l'engagement civique, c'est aussi l'engagement culturel, c'est l'engagement moral. Il y a différentes formes d'engagement, mais toujours avec l'esprit de valoriser un espace public qui soit un espace public de vertu, un espace public d'exemplarité, un espace public de responsabilité. N'est-ce pas le rôle, le devoir des acteurs justement politiques? Les pouvoirs publics peuvent accompagner cela, notamment par la voie de l'éducation. L'éducation publique, et peut-être là, elle peut de temps en temps faire défaut parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure. Par exemple, vous voyez, on n'a pas tant que ça des bibliothèques publiques. Or, les bibliothèques publiques sont très importantes dans la construction de l'infrastructure citoyenne. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui a l'esprit ouvert. Et pour avoir l'esprit ouvert, il faut qu'on l'ait ouvert à la discussion, à la réflexion, à la capacité à se mettre à distance, à questionner et à s'intéresser à tout ce qui est important dans la société. Or, je n'ai pas l'impression que même le citoyen camerounais, de manière dominante, s'oriente vers cela. Mais est-ce qu'au regard des prémices... Il est trop dans des préoccupations qui sont des préoccupations de survie ou des préoccupations de nombrilisme. C'est également c'est conditionné, c'est l'environnement, c'est penser, c'est... Bon, mais mieux appauvrir, pour moins réfléchir. On s'abandonne donc à ce que vous appelez le conditionnement. Bon, il n'y a qu'à laisser alors. Alors, au regard donc des premières activités, si je peux le dire comme ça, dans le cadre de ces élections-là, notamment l'inscription, le citoyen, avez-vous le sentiment qu'il joue son rôle désormais? Est-ce qu'il se sent impliqué? Est-ce qu'il se sent intéressé? Est-ce qu'il s'implique? Il y a un petit effort, mais qui concerne certains segments. Et encore faudrait-il replacer cela dans la géographie nationale. Je ne suis pas sûr que l'enthousiasme même pour la participation électorale soit construit de manière égale, ni même de manière équitable, selon les différentes niches géographiques. Ça me semble encore être une préoccupation essentiellement concentrée dans les grands centres urbains du pays, les 2 grandes métropoles du pays et puis les capitales régionales. Mais le pays profond ne me semble pas encore suivre vraiment le mouvement. Lui, il a d'autres préoccupations. Justement, le système en place n'est-il pas pour
freiner cet engouement? On Moi, parlait je de n'en pays sais rien, profonds, dans l'arrière-pays. Mais si c'était même le cas, M. Dipita Tongo, c'est aux autres de changer la situation. S'ils estiment que c'est le système qui fait que les gens ne s'intéressent pas. Donc ils vont rester à pleurer en disant « Ah bon, comme le système fait, bon, on va rester comme ça ». C'est eux qui ont fait le choix de se mettre en position d'opposants. Et c'est eux qui doivent donc inverser le rapport de force. Autrement, est-ce que le mécanisme en termes de clarté, en termes de transparence, en termes de une voix, un vote, est-ce que c'est pas pour justement freiner, pour revenir sur la question, cet engouement? Alors le citoyen ne se dit-il pas, quel que soit le choix que je ferai, le résultat est connu d'avance? Non, tout cela est facile. Tout cela est facile. Je vais vous dire pourquoi. Oui. En réalité, la grande difficulté de l'opposition camerounaise, c'est consciemment de faire le choix de refuser de construire des organisations fortes. Parce que tout le monde veut être leader, tout le monde veut être le messie. Les gens ne veulent pas rester à leur place. Ils se donnent des places qu'ils ne méritent pas objectivement. Et évidemment, ils créent un paysage politique émietté qui rend difficile la tâche qu'ils ont choisi de faire, celle de mettre en question la prédominance du RDPC, qui lui a l'avantage d'être venu de l'époque du parti unique, d'avoir eu un long commerce avec les institutions politiques, d'avoir eu un long commerce en termes de présence dans les institutions publiques. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez donc vraiment mettre cela en question, vous ne pouvez pas le faire avec des partis émiettés. Des partis émiettés. Et là, vous remettez au centre des petits partis politiques, comme dirait quelqu'un. Et là, vous remettez au centre de la question la pertinence d'une coalition qui pourrait être un élément déclencheur. Les coalitions, bon, c'est l'idéal. Mais une fois qu'on a dit, maintenant il faut construire. Il faut le construire dans une logique qui est sérieuse. C'est pour ça que je vous disais qu'une logique comme celle de l'APC n'est pas sérieuse du tout. Pour construire une coalition solide, on ne commence pas par dire qui est le leader. On commence par essayer de rechercher des convergences. Et quand on a des convergences sur les vues, on réfléchit maintenant sur les mécanismes d'organisation et sur les mécanismes d'action. On réfléchit sur les mécanismes de pénétration de la société et de pénétration de l'espace public. Mais on ne dit pas d'avance, c'est elle qui doit être à tout prix notre leader. Ça, c'est une démarche à la limite enfantine. Doit-on nécessairement, l'opposition doit-elle nécessairement passer par une coalition? Ou est-elle en capacité d'en construire si elle arrive? Bon, si elle n'est donc pas en capacité d'en construire, comment va-t-elle modifier le rapport de force? Je vous renvoie la question. Elle ne pourra pas le faire. La politique se fait en fonction d'analyse pratique de situation. Ça veut dire que vous regardez la réalité et vous voyez comment la réalité est structurée. La réalité vous montre quoi? C'est qu'en face, il y a une formation qui a une structure forte en raison de l'histoire. Si vous estimez même qu'elle n'a pas de mérite, au moins l'histoire lui a donné cette structure forte. Si vous voulez donc déconstruire la structure forte, vous n'allez pas déconstruire la structure forte avec une structure faible. Alors, pour revenir, la pertinence d'une transition, du moins de ceux qui portent ce projet dans notre environnement. J'ai dit tout à l'heure, l'environnement, c'est le président qui a un certain âge, le parti au pouvoir qui a lui également mis une période relativement importante. D'aucuns pensent, est-ce que nous sommes dans un pays où la question de la transition est pertinente? Ça dépend de la perspective politique qu'on a. On peut estimer en fonction de sa vision politique idéologique que c'est une question pertinente. On peut aussi estimer que ce n'est pas le cas. Maintenant, une fois qu'on a la vision qui considère que la transition est pertinente, cela ne suffit pas. Il y a aussi les rapports de force politique. Pour l'instant, les rapports de force politique ne sont pas en faveur d'une transition, puisqu'il y a encore un système institutionnel qui est installé. La transition signifie qu'on est sorti d'un système institutionnel existant et qu'on est entré dans un espace d'entre-deux
entre cet ancien système institutionnel et un nouveau système institutionnel à construire. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y ait transition pour qu'il y ait la transition. Et justement, dans cette offre de transition... Et si on veut donc provoquer une transition alors qu'il y a un système institutionnel installé, c'est la politique de la rupture. Attendez-vous donc que le système vous réponde. Puisque lui, il est installé, il n'entend pas aller vers la transition. Dans ce débat, dans cet enjeu de transition, Olivier Billet, qui porte le projet ou qui est en avant-poste, estime que le président Biya pourrait être compris. Et d'ailleurs, celui qui conduirait éventuellement cette transition, si jamais cette option est choisie. Ça participe de la ruse politique. Oui, c'est un moyen qu'il peut jouer, en fait. Le cheval de Troie dans l'opposition. Permettez-moi l'expression, le professeur Billet veut, comme on dirait, hein, de manière ordinaire, il veut baratiner le président Paul Biya. Quel est l'intérêt du président Paul Biya d'entrer dans un schéma de transition alors qu'il a le contrôle du système institutionnel installé? Vous dites autrement que c'est une façon de mieux se rapprocher de... Non, c'est pas simplement le baratin dans un sens opportuniste où il veut aller dans le système du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il veut l'entraîner vers, entre guillemets, la faute. Et justement, dans ce débat, il y en a qui n'ont pas hésité à dire qu'eux, ils seraient effectivement prêts, si jamais le choix était porté sur eux. Le bâtonnier Akeremouna l'a dit, il serait prêt à mener une transition, il a les armes, les instruments, les éléments. C'est très facile, il a fait la preuve de ses armes où? Il présume. Où a-t-il fait la preuve qu'il a les armes pour conduire la transition? Vous en doutez? Mais qui nous montre les preuves? Mais où pourrait-il en faire la preuve si ce n'est justement en position de pouvoir? Mais non, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que sa capacité ne commencera que quand il sera dans la transition. Or, il nous dit qu'il a les capacités pour conduire une transition. Comment va-t-on le savoir? Alors, à côté de lui, il y a le professeur... Ça, c'est le chemin du raccourci, comme on dirait. Pour le professeur, pour Maître Akeremouna. Mais c'est clair. Vous doutez de sa capacité à diriger le pays? Elle ne pouvait pas rien du tout. Montrez-moi les éléments objectifs prouvant qu'il a les moyens de conduire une transition au Cameroun. Dans l'environnement politique. Sur quelle base? Dans l'environnement politique, pour vous, 2 ou 3 noms qui ont des éléments objectifs. Moi, je n'en sais rien. Parmi les acteurs politiques. Je ne spécule pas. Le président Biya, Maurice Kamto, Cabral Libi, le président Biya n'a pas besoin de conduire une transition. Il maîtrise déjà le système institutionnel installé. Quel est son intérêt d'aller dans une Maurice transition? Kamto, Cabral Libi, si d'ailleurs il était dans une transition, ce serait une défaite pour lui. Puisqu'il aurait perdu le contrôle du système institutionnel, même s'il est chef de la transition, ce sera dans un dispositif où il n'aura pas le même niveau de contrôle. D'accord. À côté de lui, il y a le professeur Titu Tsedzoa, qui s'est également dit partant. Là aussi, c'est le raccourci. On peut pas. Il a quand même eu des responsabilités mais en tant que membre. Est-ce qu'il suffit d'avoir des responsabilités? Oui, mais les membres du gouvernement. De ce point de vue, on pourrait dire que membre du gouvernement, mais membre du gouvernement, c'est une chose. On n'est pas membre du gouvernement parce qu'on a démontré une capacité exceptionnelle de déploiement politique. On est membre du gouvernement parce que un élu de la nation, qui est le président de la République, a décidé de vous accorder de manière discrétionnaire sa confiance. De ce point de vue, ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse pas avoir des qualités. Mais le fait d'avoir des qualités ne veut pas dire qu'on pourrait maîtriser ce qu'on appelle une transition. De ce point de vue, si on fait un retour en arrière, en 82, personne n'aurait non plus dit que le président Biya aurait eu des armes pour être un président. Le président Biya est le produit d'un mécanisme institutionnel. Le président Biya n'est pas devenu président parce que c'était une affaire de capacité. C'était parce qu'il était en position de Premier ministre et par la Constitution, le Premier ministre était successeur constitutionnel du président en fonction à partir du moment où celui-ci ouvrait une vacance en démissionnant de ses fonctions. Alors, fort de son expérience, donc, secrétaire général de la présidence de la République, plusieurs fois ministre, recteur, et j'en passe, vous estimez que... Il n'a pas été recteur, il a été conseiller spécial, ministre, exact. Ministre, secrétaire général, ministre de la Santé. Et vous estimez qu'il n'a pas des atouts? Je ne dis pas qu'il n'ait pas des atouts, mais vous avez parlé de transition. La transition, c'est encore un autre fonctionnement. Ce n'est même pas le fonctionnement normal du système de pouvoir. C'est un fonctionnement exceptionnel qui suppose d'avoir aussi des qualités exceptionnelles pour que ça soit conduit
en maîtrisant les turbulences, surtout dans un pays complexe comme le Cameroun. Alors, dans cet environnement, pour revenir à l'unité nationale, on observe une forme d'invective Oui. entre acteurs politiques, publics, sur les médias traditionnels, sur les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Et on a le sentiment qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de 2025, cela monte également en puissance. Est-ce que cet élément n'est pas pour davantage qui s'est peut-être fragilisé les acteurs en face du gouvernement et conforter la place du gouvernement ou... Oui, je vous laisse. Oui, mais bien sûr. Mais justement, les acteurs de l'opposition qui sont en face du gouvernement se prennent à ce jeu, alors qu'il n'est pas sûr que de manière objective, ce soit un jeu qui soit avantageux pour eux. Parce que ça ne les installe pas dans une position où on peut les prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Faire une forme de... Offre politique. Offre politique. J'ai le sentiment que pour vous, derrière cette réponse, le débat est clos. Bien sûr. C'est dans l'offre politique. Qu'est-ce que j'entends par offre politique? C'est l'ensemble des orientations et des propositions qu'un appareil politique, des entrepreneurs politiques qui sont généralement conduits par un chef, font sur la situation d'une collectivité, d'un pays. Et ces orientations et propositions sont censées être le cadre d'action publique qui s'installerait s'ils arrivaient au pouvoir. Et c'est là où on juge du sérieux et de la maturité d'une organisation politique et de son leader. Et je reprends la question. Parce que si vous faites des propositions qui sont des propositions démagogiques, vous avez des programmes. Les gens raisonnables comprennent que vous n'êtes qu'un démagogue, un aventurier. On a quand même vu un ensemble de partis faire valoir leur programme, leur Sérieusement? projet. Sur leur site, le MRC par exemple, sur son Mais site. ce n'est pas une affaire, il ne suffit pas d'écrire des choses sur le site, M. Dipita Tongo. Mais comment devrait-il manifester Bon, cela qu'ils viennent en concrètement? consultation, on va leur dire comment ils peuvent le faire. Alors, maintenant, en Afrique, on a également cet autre sentiment de rajeunissement de la classe politique, Oui. de la classe dirigeante, des présidences, que ce soit des pays qui sont passés par les coups de tard, comme l'AES, Oui. Burkina Faso, Mali et autres, ce sont des jeunes. Oui. Le Sénégal, on revient dessus, est également un exemple. Oui. Est-ce que dans notre contexte, cette pression politique, cette montée d'adrénaline n'est pas également une forme de revendication du rajeunissement de la classe politique nationale? Oui, mais on peut revendiquer le rajeunissement de la classe politique, mais ça ne règle pas le problème du rapport de force pour mettre en place le rajeunissement. Par ailleurs, pour moi, c'est un élément purement superficiel. Pourquoi? Pour moi, la qualité du politique n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec un certain nombre de propriétés que la personne a. On peut avoir 110 Des ans et être propriétés président. morales, bien sûr. C'est pas ça le problème. Bien entendu, quand même, à un certain âge, évidemment, on n'est plus tout à fait frais physiquement, mais un jeune n'est pas nécessairement meilleur politicien qu'un vieux. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, ce sont les qualités mentales, les qualités morales, les qualités idéologiques, les qualités intellectuelles, les qualités techniques, les qualités stratégiques et même les qualités scientifiques. Alors, et dans notre environnement, si on fait un peu un décryptage de la situation socio-économique, le Cameroun est toujours bien endetté. Le Fonds mondial pour l'alimentation est arrivé récemment là. On a découvert qu'on a plus de 2 millions de personnes sur nos terres qui sont en situation alimentaire critique. On a parlé des crises, on a parlé de ce délicte. Vous savez la question que moi, me transformant en intervieweur, je vous poserai? Vous êtes sûr qu'il suffira de changer de leader pour qu'il n'y ait plus ça? Essayons peut-être. Non, ce n'est pas ça le problème, monsieur. Est-ce que... Le problème, et vous allez voir, c'est un problème qu'un pays comme le Sénégal a. D'accord. Ce sont les systèmes idéologiques qui sont imposés à nos pays qui sont responsables de cela. Quand vous avez des pays en construction politique, économique,
et que vous passez des décennies à leur appliquer seulement des politiques d'austérité, vous ne pouvez avoir que ce type de résultat. Il y a des situations où effectivement il faut utiliser la rigueur. D'accord, on a besoin d'utiliser dans certaines situations la rigueur, mais en même temps, il faut également utiliser, puisqu'on parle de l'économie politique, des politiques de relance. Mais si vous êtes dans des dispositifs internationaux où on vous impose en permanence des politiques d'austérité, vous pensez vraiment que c'est l'âge du présent qui va changer quelque chose? D'où la nécessité... Je continue sur le Sénégal avant de revenir sur le Cameroun. D'accord. Le Sénégal, depuis Diouf, a connu plusieurs alternances. Diouf a été remplacé par Wade, par le président Abdoulaye Wade, après le départ du président Abdou Diouf. Le président Abdoulaye Wade a été remplacé par le président Macky Sall, qui lui-même est maintenant remplacé par le président Bachirou Diomaye Faye. Pourquoi tous ces dirigeants partent? Mais à cause de ce formatage des politiques. Puisque ces politiques-là n'arrivent pas à résoudre les problèmes profonds de la société sénégalaise. Ce n'est pas une affaire de vieux ou de jeunes, c'est le format des politiques. D'où la nécessité de se choisir des candidats qui peuvent, ou alors des dirigeants qui sait peut-être au niveau africain, au niveau mondial, faire entendre la voix de l'Afrique et se dire stop à tous ces... Ce n'est pas simplement une affaire de faire entendre la voix de l'Afrique. Il y a des gens qui font plus ou moins entendre la voix de l'Afrique, mais en étant complaisants avec des orientations politiques qui ne font pas avancer les sociétés africaines. Je ne veux pas citer. Donc, pour vous, je veux dire, si on vous suit, si on vous écoute, il y a péril dans la demeure pour l'Afrique. Oui, oui. Il y a péril dans la demeure parce qu'en fait, on tourne en rond. On jette les armes? On ne jette pas les armes, justement. Il faut donc se poser la question sur ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on va avoir des systèmes politiques qui ont, avec alternance ou pas, toujours des résultats médiocres? Et qui ont des résultats médiocres, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des vicissitudes internes, mais également parce qu'il y a des blocages externes. Mais comment on inverse ça? Voilà le vrai problème. Comment on fait pour inverser on la tendance? inverse ça par l'offre politique. C'est-à-dire en ayant une autre vision de la manière dont les choses doivent être conduites et gouvernées. Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse pas utiliser un certain nombre d'apports externes, qu'on ne puisse pas être influencé par les expériences qui viennent d'ailleurs. Mais ces expériences doivent être recomposées en fonction de nos réalités. Alors, professeur, on a une dizaine de minutes, nous signale Adonis Siamène qui réalise ce programme, qui nous reste à faire avant la fin. On a très peu parlé, ou on parle très peu du rôle de l'armée. Et pourtant, nous sommes, on l'a dit, à la fête de l'unité nationale. Armée et nation, ça revient assez souvent dans les thématiques de ces dernières années autour de l'unité nationale. Dans cette période de pré, et puis électorale en elle-même et post-électorale, quel est le rôle, quel peut être le rôle de notre armée pour justement consolider et préserver cette unité? L'armée du Cameroun a toujours eu un rôle régalien et un rôle républicain. Protecteur aussi un rôle régalien des gouvernants qui consiste à protéger l'ordre souverain qu'est la République du Cameroun. Un rôle républicain qui consiste de l'autre côté, et ce n'est pas nécessairement la même chose, à protéger d'une façon ou d'une autre l'ordre public. Bien entendu, ceux qui n'en bénéficient pas trouvent que c'est toujours pour le compte des gouvernants, mais rien ne dit que les choses fonctionneront toujours comme cela. Les gouvernants peuvent dormir sur leurs deux oreilles et se dire qu'ils sont sereins. Bon, sauf si vous voulez entrer dans la logique des spéculations habituelles, qui pensent trouver la voie messianique par les pronunciamientos. Les pronunciamientos ne sont pas une voie messianique. Les pays africains qui les ont expérimentés se sont toujours retrouvés confrontés aux mêmes difficultés quelles qu'ils avaient au départ. Donc, j'essaie simplement donc là de me non faire... plus, ce n'est pas une recette magique. Comme je vous rassure, j'essaie simplement de me faire la petite voix qui porte... Non, on voit très bien ce qu'il y a derrière. Non, du tout. Du tout. Alors, c'est
c'est l'éloge du prophète putschiste. Non, du tout. Du tout. Mais cela dit, je reviens dans notre contexte justement. Cette armée qui en même temps paraît comme un mur, impénétrable pour les observateurs externes, laisse quand même interrogateur, toujours autour de son rôle. Est-ce que, telle qu'elle est constituée, on l'a dit professionnelle, telle qu'elle est composée? On l'a dit professionnelle, vous pensez qu'on l'a dit seulement? Je me fais porteur des voix. Moi, j'enseigne à l'école supérieure internationale de guerre et j'ai fait des interventions à l'école d'état-major. Et même exceptionnellement, donc vous la dites professionnelle. Elle est professionnelle. D'accord. Est-ce que cette armée, notre armée professionnelle, peut-elle, je ne vais pas dire accepter, un autre régime après les élections? Un nouveau président de la République? Qu'est-ce que vous en savez? Je pose la question justement, je n'en sais rien. Si la possibilité est acquise conformément aux lois et règlements de la République. Va-t-elle être républicaine et s'aligner bien? Bien sûr. Mais encore faut-il gagner les élections. C'est là le problème. Pourquoi? Mais on ne gagne pas les élections, mais on veut que l'armée soit en sa faveur, soi-disant parce que l'armée protège les dirigeants. Bon, je prends l'armée dans sa globalité, mais je veux dire que, contrairement au Sénégal, hein, sur certains cas, on a quand même pu voir, bon peut-être pas forcément au Sénégal, mais je veux dire qu'on a quand même pu voir à des moments où, lorsque il y avait des manifestations, des militaires, des policiers s'abstenaient, qui sait peut-être d'utiliser des moyens plus rugueux sur ceux-là qui manifestaient. Ce qu'on a souvent reproché ici à nos forces de sécurité ou alors nos forces de première catégorie, les policiers et autres, qui sont souvent montés un peu plus en agressivité sur les manifestants. Est-ce qu'on peut parler d'une neutralité? Je ne pense pas que les forces de défense et de sécurité camerounaises soit toujours dans la posture que vous indiquez. Je connais un soi-disant grand pays qui a connu à un moment donné une vague d'émeutes et j'ai vu les forces de défense et de sécurité réagir avec une coercition très forte, hein, beaucoup plus forte que ce que moi je vois faire ici. Il vaut mieux peut-être citer les bons exemples, pas les mauvais. Je ne sais pas si c'est un mauvais exemple, mais en tout cas c'est un exemple. Donc vous dites qu'on peut être serein en notre armée. Pourquoi ne devrait-on pas l'être? Nous sommes le 20 mai, je ne sais pas, nous sommes à la veille du 20 mai, on s'interroge aussi. Pas l'être? Je ne sais pas. Sauf si on est encore dans la culture de la pleurnicherie. Professeur Roland Guini, vraiment merci infiniment pour ces moments agréables d'analyse, de pertinence et on espère que nos téléspectateurs en auront profité. Merci. Voilà, monsieur, merci à vous d'avoir suivi l'entretien ce soir pour le professeur Roland Guini. Vous le savez, Mathias Eric, il est enseignant, politologue, je l'ai dit dès l'entame, vice-recteur de l'Université de Yaoundé. Dans l'environnement de la fête de l'unité nationale de cette année 2024, en cette année préélectorale, nous avons évidemment voulu déblayer toute cette actualité avec lui et on espère que vous en avez profité. Bonsoir et à jeudi prochain.